réalité était aussi dans la pièce, à partir de ce moment-là, disait l'un des chefs présumés de l'armée sabionaise de libération, nous allons squatter vos imaginations. Et le squat était très réussi, les États-Unis dans leur ensemble et le monde entier a parlé évidemment de l'armée sabionaise de libération parce que Patricia Hearst, qui entre-temps d'ailleurs, pour une brève période, était devenue elle aussi une militante, alors on a parlé du syndrome de Stockholm, mais elle était devenue une militante revendiquée du groupe qu'il avait enlevé. Donc à un moment on la voit braquer une banque avec une Kalachnikov à la main, mais ça c'est une autre histoire. Bref, la pièce, donc Le Joint, racontait l'histoire d'un journal dont les articles devaient s'écarter et étaient eux-mêmes pris en otage par des preneurs d'otages qui détenaient la fille d'un magnat de la presse américaine. Et pour raconter tout ça, à l'écriture de la pièce, c'était ajouté les personnages de deux journalistes. Je veux dire, un vrai et un apprenti. Alors le vrai était un des reporters certainement les plus flamboyants de l'époque et qui reste aujourd'hui un modèle et un exemple. Mais les reporters, plus ils sont grands et plus ils réussissent, moins on connaît leur nom. Il s'appelait Pierre Geoffroy, celui-là. Il a écrit ensuite de nombreuses pièces de théâtre. Il est toujours avec nous, mais plus de la même manière. Et donc l'autre était votre serviteur. Et alors, nous étions à la fois les témoins et les acteurs de cette pièce qui racontait comment un journal était pris en otage par l'histoire d'un groupuscule qui lui-même prenait en otage la fille du plus grand magnat de presse américain. Et donc les journalistes qui racontaient cette histoire, en même temps, racontaient ce qu'il en était d'être journaliste confronté à tout cela. Alors où commençait la fiction, où commençait la réalité, c'était précisément d'ailleurs le sujet d'un affrontement final de la pièce qui se jouait comme la partie de tennis de blow-up, ou, référence plus chère d'ailleurs à Gatti, comme le crime selon Lichtenberg, donc vous savez, c'est ce crime qui a été commis avec un couteau dont on a perdu le manche et dont on n'a pas retrouvé la lame, d'ailleurs on n'a pas non plus retrouvé le cadavre. Et en l'occurrence, l'affrontement entre deux visions du journalisme, un journalisme dit de droite, puisque Pierre Geoffroy était grand reporter à l'époque pour le journal magazine hebdomadaire Paris Match, et moi je débutais dans un journal lui-même débutant qui s'appelait Libération, pas celui dont vous avez vu tout à l'heure la création sur écran, mais celui qui a été créé ou recréé dans les années 1973-1974. Et donc, journalisme de droite, journalisme de gauche, s'affrontant sur un terrain de tennis virtuel, sans filet ni sans balle, pour essayer de voir ce qu'il en était de la vérité et de la vraisemblance, qui était au fond le sujet de cette histoire, où on découvrait simplement que pour qu'une histoire soit possible, pour qu'une histoire soit communiquée, soit communicable, et soit éventuellement partagée, il fallait qu'elle obéisse à des critères de vraisemblance. Mais plus elle obéissait à des critères de vraisemblance, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une cause et des effets et des conséquences et que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette logique causale, plus on arrivait à cette perfection, même si rien n'est parfait, de la vraisemblance qui rendait l'histoire totalement transportable et publiable, plus on s'éloignait de la vérité possible que chacun pouvait porter. Et qu'au terme de tout cela, finalement, on découvre aussi que journalisme de droite, journalisme de gauche, ma foi, se renvoyaient dos à dos, comme l'absence de balle autour de l'absence de filet. Et du même coup, donc, je me suis dit que mon utopie du journal, elle ne valait guère plus, puisque au fond, le journal qui débutait, dans lequel je débutais moi-même, avait traité l'affaire de l'armée sabionaise de libération exactement dans les mêmes termes que le journal réputé de droite dans lequel travaillait Pierre Geoffroy. Et du même coup, j'ai abandonné l'utopie du journal et découvert le journalisme, mais ceci alors est totalement une autre histoire, puisque c'est ce que je vais faire ensuite dans les 30 années qui vont suivre. Mais grâce auquel il est vrai, et dans un journal qui malgré tout n'était pas encore tout à fait un journal comme les autres, même s'il y aspirait, parce qu'il n'était pas forcément ce qui était le pire qui pouvait lui arriver, on pouvait rendre compte du travail de Gatti, du travail de ce qu'on appelait à l'époque la tribu, notamment de toute l'expérience de Montbéliard a pu devenir un feuilleton dans le quotidien Libération. Ensuite, l'expérience qui accompagnait la pièce de théâtre que je vous racontais, que cette fois je ne vous résume pas, vous savez, celle
où on raconte l'histoire d'un groupe qui lui-même prend en otage, etc. Et donc, qui s'appelle l'expérience du chat guérillero, qui avait été menée à Montbéliard, donc c'était autour des usines Peugeot, le chat guérillero, autour d'un collège de Ris-Orangis, dans la banlieue sud de Paris. Et voilà, la Libération pouvait rendre compte comme un feuilleton, de la manière dont se déroulait cette expérience. Ce qu'on appelle, d'ailleurs, ça répond à la question de tout début, ce qu'on appelle un document. C'est-à-dire que si on a besoin de documents pour essayer de comprendre comment on a vécu tout cela à cette époque-là, on peut lire les articles du journal, ce qui est une assez bonne idée. Et puis pour répondre à la fin de la question, et m'arrêter là, comme ça j'aurais vraiment répondu à tout, c'était l'époque aussi où on pouvait, ça c'est au moment où se déroulait l'expérience de l'île d'Abo, qui était retransmise à la télévision par la chaîne France 3, on s'était dit, mais est-ce que Gatti pourrait raconter tout cela sous la forme d'un entretien? Et au lieu de faire un entretien comme ça, en question-réponse, qui a le droit à 3 colonnes dans un journal, avec un titre et une photo, c'est la dernière fois que c'est arrivé, que les lecteurs de Libération se rassurent, ils ne reverront plus jamais. Le journal a dit, mais tu prends l'espace que tu veux. Et on a publié, c'est un entretien qui a été publié sur 7 jours, sur 8 jours, 5 jours. Avec 2 à 3 pages par jour. Mais avec 2 à 3 pages par jour, oui. En tout petit caractère en plus, ce qui valait bien le double par rapport aux critères d'aujourd'hui. Et donc, et en effet, cet entretien, ou plus exactement, la façon dont Gatti nous raconte... La dernière lettre, c'est la dernière lettre, on vous en a déjà parlé, mais à travers ça, on a pu, grâce à cet espace qui était offert par un journal, en effet commencer à explorer ce qu'était un itinéraire de création dont le journaliste que j'étais était le scribe. Et au fond, j'ai trouvé que à ce moment-là, c'était un beau métier que d'être scribe, confronté au créateur. Voilà, vous me demandiez tout à l'heure ce qu'était un document. Un document, c'est ce que le scribe raconte pour permettre d'approcher le travail d'un créateur. Puis je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vais m'adresser maintenant à Sylvain Dreyer, malheureusement en vous priant d'être un peu plus bref, parce que sinon on va mordre sur le temps de discussion de Jean-Paul Fargier avec Armand Gatti et Macravette. Mais donc, je vous réadresse cette question autour de pourquoi et comment documenter Gatti. J'ai l'impression que jusqu'ici, la réponse passait beaucoup par le récit d'une rencontre. Mais de toute façon, j'avais pas l'impression de parler aussi longtemps que Hélène ou bien Marc Kravetz, parce que évidemment, ils ont passé beaucoup d'années à travailler avec, autour de Armand Gatti, alors que moi, c'est très récent. Je suis assez d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure sur la question du document, notamment ce que disait Hélène Châtelain. C'est-à-dire qu'il y aurait deux définitions possibles du document. La première fait référence à quelque chose qui est plutôt d'un ordre un peu mortifère, c'est-à-dire conserver, fixer quelque chose dans un musée, dans une bibliothèque, dans une cinémathèque. Si le travail qu'on fait par exemple aujourd'hui autour des œuvres ne fait pas vivre les choses. À un moment, je faisais des études dans une université et le département s'appelait Sciences des textes et des documents. Donc on voit, c'est quelque chose de très comme ça, années 70. Sémiologie, je sais pas, on voulait pas dire qu'il y a de la littérature, qu'il y a des images, qu'il y a des films. Voilà. Et bon, alors il y aurait une deuxième acception qui serait, tout à l'heure on s'interrogeait, je crois, sur la racine. Je pensais avoir avec le mot document, avec peut-être, enfin je ne suis pas spécialiste en latin, mais avec docere, c'est-à-dire la question de l'enseignement, finalement de la transmission. Et je crois que c'est intéressant justement, et là on fait revenir la vie, c'est-à-dire on repart de la question que Armand mentionne parfois quand il cite Mao Zedong, qui disait qu'il faut toujours partir de la question qui je suis et à qui je m'adresse. C'est-à-dire qu'est-ce qui au plus profond de moi-même me donne envie de faire quelque chose et me donne envie de le transmettre aux autres. Donc on atteint tout de suite
la question finalement un petit peu de la rencontre et de la fraternité. Alors, donc moi effectivement j'ai fait un tout petit film que vous allez voir tout à l'heure, mais qui est un petit peu sans prétention, surtout quand je regarde dans la salle, il y a des véritables cinéastes. Moi je suis pas vraiment cinéaste, mais je suis parti un petit peu du... Alors, il y aurait une double rencontre, effectivement. La première, c'est que je suis parti un petit peu du constat de la méconnaissance qu'avaient les gens que je rencontrais, avec qui je discutais de films ou de littérature, ou les étudiants que j'avais d'Armand Gatti. Bon, alors je passais un extrait de film, et puis ils n'avaient jamais entendu parler. Donc, il y a une certaine génération pour qui c'était des choses connues, notamment le travail de Gatti d'avant 68, en gros. Ouais, effectivement, les générations de mes parents, oui, dans les bibliothèques, il y a des pièces de théâtre, effectivement. Puis après, finalement, bizarrement, quand j'ai à l'esprit l'importance qu'a pour moi, quand je lis un texte de Gatti ou que je regarde ces films, je trouve qu'il y a vraiment un grand fossé entre l'importance que ça peut avoir et la diffusion. Donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu pédagogique, comme vous le verrez tout à l'heure. Peut-être trop, je ne sais pas. Voilà. Alors, effectivement, il y a un certain moment, la rencontre avec Armand Gatti, il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, qui m'avait d'abord accueilli gentiment donc en Italie, à Piangeretto, et puis après on était amené à se revoir à la Parole errante. Donc bon, j'ai commencé à faire un travail autour de l'Altro Cristobal parce que c'était le film qui me touchait le plus avec le lion, sa cage et ses ailes. Hein. Donc parce que j'ai pas mal travaillé sur la question dans le cadre de mes recherches, des relations des artistes français, des écrivains, des cinéastes avec les débuts de la révolution cubaine. Donc je commençais à travailler sur Chris Marker, Agnès Barda, puis à un moment je découvre ce film de Gatti, qui était un vrai choc. Donc, et après j'ai commencé à discuter avec, essayer de retrouver les gens qui avaient participé à ce film. Donc en France par exemple, avec Hélène et Jean Charvin, qui sont respectivement monteurs et le caméraman du film. Hein. Et puis que j'ai vu à multiples occasions, et puis en discutant avec Jean Charvin, il me dit pourquoi tu n'irais pas aussi à Cuba pour retrouver les gens qui ont participé à ce film. Voilà, donc j'y suis allé, puis Jean-Jacques à ce moment-là m'a dit quand tu vas à Cuba, tu pourrais en profiter pour essayer de retrouver la copie originale du film pour qu'on puisse la restaurer, parce que bon, Alejandro Cristobal, j'en parle tout à l'heure dans le film, c'est un film raté, pardon de dire ça, mais qui a raté son public. C'est un film qui n'a pas été diffusé et très peu à Cuba, et pas du tout en France, suite à un embrouillamini avec le producteur. Pourquoi je disais ça? Oui, voilà. Donc, c'était aussi une des motivations. Donc je vais à Cuba. Là, je rencontre quelqu'un qui va tout de suite beaucoup m'aider, qui est Jacqueline Mépiel, qui était une monteuse aussi. Parce qu'elle connaissait, donc elle m'a ouvert son carnet d'adresses, puis on a regardé ensemble le film. Elle m'a donné le numéro de téléphone des techniciens et des acteurs qui avaient participé à ce film. Donc voilà, enfin, je dis ça parce que je parlais de rencontres et de fraternité avec les gens. Donc j'ai rencontré un certain nombre de gens qui sont âgés maintenant, qui avaient 20 ans à l'époque de Cristobal, donc qui ont 50 ans après, voilà, qui sont assez âgés, et bon, qui sont devenus des gens importants, des gens connus du cinéma cubain, hein, qui est quelque chose de passionnant. Enfin, Nicole Brens, vous connaissez aussi un petit peu. Et donc, qui tous me racontaient que c'était finalement le tournage de Cristobal, c'était leur première